Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 13. Sexe, j'ai la flemme. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler relations amoureuses et plus spécifiquement sexualité. Je vais d'abord vous parler de Julie, en se basant sur ce qu'elle peut dire de sa relation amoureuse, de sa sexualité. J'aimerais attirer votre attention sur des points qui me paraissent essentiels, des points qui pourront peut-être faire écho avec ce que vous avez déjà entendu ou vécu. Comme d'habitude, mon but dans cet épisode, c'est d'ouvrir votre esprit sur la complexité de ce qui se joue, tout en parlant sans tabou et de manière compréhensible. Alors c'est parti! Sexe, j'ai la flemme. Voici Julie. Elle a 21 ans. Elle est brune, 1m65. Elle s'habille plutôt en jean basket, mais elle ne cache pas pour autant sa féminité. Même si civilement elle est adulte, Julie se débat encore avec des questions qu'elle a commencé à rencontrer à l'adolescence. Et cela, ça n'est pas anormal en soi. Oui, le passage à l'âge adulte et tout ce qu'il entraîne en termes d'individuation, de responsabilité, de modification de place dans ces différents cercles relationnels, tout ça ne s'opère pas du jour au lendemain. C'est un processus. Donc sur ça, Julie n'est pas une exception. Mais notons tout de même que pour Julie, l'adolescence a été vraiment difficile. Au-delà de tous les doutes, les questionnements, elle a pu parfois se scarifier et avoir des idées noires très présentes et très envahissantes. Julie vit encore chez ses parents. Elle a commencé des études en sociologie, puis a arrêté. Elle s'est réorientée en histoire. Elle n'est pas parfaitement convaincue par sa filière, mais le sujet la passionne et le travail est plus facile pour elle. Elle est donc en réussite et ça la valorise. Elle a un copain depuis 10 mois. Il est plus âgé qu'elle, il a 33 ans. Il s'appelle Gaël. Il se voit principalement chez lui et Julie va y dormir plusieurs fois par semaine. Lui, on pourrait dire qu'il est déjà pris dans le rythme métro-boulot-dodo. Julie est posée sur une chaise, le regard tourné vers ses pensées. Elle sourit, un peu malicieuse, puis prend un air très sérieux et dit « En fait, Gaël, il veut qu'on couche ensemble à chaque fois que je vais dormir chez lui. Mais moi, souvent, j'ai juste envie de me poser là, de m'endormir à côté de lui et c'est tout. Gaël, je l'aime bien. Mais je sais pas, j'ai l'impression que nos soirées sont toujours pareilles. C'est pas que j'aime pas ça, hein. Non, ça n'est pas désagréable. Mais j'ai juste la flemme. Stop. Arrêtons-nous un peu. Essayons de traduire en nous mettant à la place de Julie. Gaël a des désirs, j'en ai d'autres, mais j'ai aussi le désir qu'il soit heureux et satisfait. Le problème, mon désir de l'instant, c'est-à-dire ne pas avoir de relation sexuelle avec lui ce soir, vient en contradiction avec le désir de long terme que j'ai par rapport à notre relation. Celui qu'il soit heureux avec moi, épanoui, satisfait. Et notez bien que quand je dis ça, je suppose que Gaël ne peut vraiment s'épanouir dans notre relation que si je réponds à tous ses désirs, notamment en termes de sexualité. Notez aussi le « ça n'est pas désagréable ». On y reviendra plus tard. La métaphore farfelue qui me vient tout de suite à l'esprit, en écoutant Julie, c'est celle d'un pull un peu trop grand, qu'on aime trop pour le donner à quelqu'un ou le mettre à la poubelle. Et puis on essaye par tous les moyens de l'accessoiriser pour le faire paraître un tout petit peu plus à notre taille. Mais en vrai, il est toujours quand même trop grand. Mais revenons-en à Julie. Que dit-elle des premiers moments de sa relation ? Elle se tortille sur sa chaise, son regard pétille, elle s'anime tout d'un coup. C'était bien. J'avais hâte de le retrouver. Il y avait moins de disputes. J'étais attirée par lui, physiquement je veux dire, et j'avais envie de lui. Bon, le pull n'a pas toujours été trop grand. Julie décrit une rencontre assez chouette. Il y avait du désir, ça peut se sentir à la façon dont elle en parle. Elle garde en elle cette empreinte magique des premiers moments. Mais elle parle aussi d'emblée des disputes dans leur couple. On y reviendra. Bon, mais voilà, ça fait 10 mois qu'ils sont ensemble et même s'ils ne vivent pas ensemble, ils partagent déjà un quotidien bien installé. Alors,
On pourrait faire l'hypothèse que le coup de foudre est en train de s'estomper et qu'on passe au choix intentionnel de l'amour dans la relation. Et on sait combien ce virage peut être difficile à prendre. D'ailleurs, pour en savoir plus sur ce sujet, je vous renvoie à l'épisode 9 où je vous parlais des langages de l'amour de Gary Chapman. Il parle justement de ça. Une fois passé le premier coup de foudre, on se confronte à l'être aimé, un peu moins auréolé de l'amant idéal du premier rendez-vous. C'est là que la question du choix intentionnel intervient, de l'amour raisonné. Est-ce que je choisis de construire une relation avec cette personne ? Et si oui, alors vient aussi la notion d'effort pour entretenir cette relation. Mais en ce qui concerne Julie, on va vite découvrir que sa question n'était pas forcément celle-ci. Elle poursuit. Je sais ce que ça signifie être avec quelqu'un. Je l'ai vu avec mes parents, hein. Ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble et... Elle s'arrête, pensive, un peu triste, puis... Ils s'engueulent tout le temps. À un moment, ils sont restés ensemble pour ma sœur et moi, c'est sûr. Maintenant, c'est différent. Je pense que pour eux, vivre ensemble, c'est pas désagréable, quoi. Stop. Là, c'est la deuxième fois qu'il nous revient en boomerang ce « ça n'est pas désagréable ». Et pour la thématique des disputes, deuxième apparition aussi, cette fois par le biais des parents. Je dirais problématique de pull trop grand et qui gratte. Alors oui, ça n'est pas désagréable un pull qui gratte un tout petit peu. D'ailleurs, la plupart des jours on le vit bien, hein. Seulement, il y a des journées, peut-être un petit peu plus dures que d'autres, où cette petite sensation de rien du tout devient omniprésente, et à la fin de la journée, on n'a qu'une envie, se débarrasser du pull qui gratte. Julie reprend. Mais avec ma sœur, pour nous, c'est vraiment compliqué des fois. Ma mère vient pleurer dans ma chambre. Mon père, il est juste odieux parce qu'il pense qu'on prend le parti de ma mère. Et puis à un moment, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, ça redevient normal. Julie fera elle-même le lien entre les disputes qu'elle a avec Gaël et celles de ses parents. Pour elle, une relation avec des disputes récurrentes, c'est somme toute assez banal puisque ça a toujours été son quotidien. Elle a bien constaté de sa place d'enfant que ça n'était pas toujours confortable d'y être confrontée. Et même si c'est ordinaire pour elle, elle insiste sur le côté magique de la résolution du conflit, en nous faisant part ici de ce qu'elle a pu comprendre encore une fois de sa place d'enfant. Si elle utilisait ses yeux de jeune femme de 21 ans, elle aurait sans doute des hypothèses possibles sur les voies de résolution des conflits de ses parents. Mais avant de pouvoir poser ce type de regard, elle a certainement encore à cheminer sur la place qu'elle occupe maintenant dans sa famille, toujours l'enfant de ses parents bien sûr, mais un enfant qui a grandi et qui est désormais adulte lui aussi. Et puis à ce moment-là, elle est comme absorbée par ses souvenirs. C'est très bref, 3-4 secondes peut-être, comme si des images passaient devant ses yeux et partaient. Puis elle revient de nouveau à son intimité avec Gaël. Des fois je le fais pour lui. J'ai tellement la flemme. Il prend l'initiative, il fait tout. En disant ces mots, elle est clairement désabusée. Ça me donne l'impression d'être un mauvais coup, et de ne pas être une fille super fun. Bon, là le pull il est devenu carrément étouffant. Ça vient d'où ces injonctions d'être un super coup et une fille fun ? Elle-même ? La société ? Ceux qui circulent dans son groupe d'amis ? Ceux que Gaël, peut-être à son insu, lui transmet ? Certains stéréotypes ? On pourrait poursuivre la liste. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Comment aider Julie à cheminer ? Quels sont les points à ne pas manquer dans ce qu'elle nous dit ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette deuxième partie. Analyse du contexte. Même si elle rigole, qu'elle s'anime, Julie montre clairement à plusieurs reprises, avec son corps d'abord puis avec ses mots, des signes qu'on ne peut pas laisser passer. Prenons un peu de recul et commençons par le contexte. Je vous l'ai dit, il y a une différence d'âge. Julie a 21 ans et Gaël en a 33. Et quand je dis ça, c'est pas un jugement de ma part, hein. Mais psychiquement, dans ce cas précis, nous avons affaire à deux êtres qui n'en sont pas au même stade de développement, au même questionnement, je dirais. Julie est en train de cheminer sur ses propres questionnements adolescents, alors que Gaël en est sorti. D'autre part, je vous l'ai dit dans l'introduction, Julie a rencontré une adolescence plutôt tumultueuse. L'idée que je veux amener ici, c'est la question de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est quoi ? Je prends un exemple hors contexte pour vous faire comprendre. Vous devez laver une vitre. Elle est très sale, donc vous allez devoir frotter très fort. Bon, eh bien si votre vitre n'est pas fêlée, vous allez y aller avec énergie.
Si elle est fêlée, vous y ferez plus attention, parce que vous savez qu'avec certains gestes, elle est plus susceptible de se casser. Si je transpose ça à Julie, elle a quelques fêlures encore peu cicatrisées qui font que l'on doit adapter notre intention envers elle. Ici, Julie est une jeune femme qui a déjà eu plusieurs suivis psychologiques. Elle est donc plus ou moins consciente elle-même de ses fêlures en cours de cicatrisation. Et dans une relation d'intimité, il est logique que l'on baisse la garde sur ses propres fêlures, parce que l'être qu'on aime n'est pas censé aller frotter fort la vitre à ces endroits-là, si vous voyez ce que je veux dire. La remarque est donc double. Il est important d'être soi-même conscient, à minima de ses propres fêlures, et pour nous qui écoutons Julie, il est important de garder dans un coin de notre tête cette question. Comment la relation joue sur ses fêlures ? On peut faire plusieurs hypothèses, il y a plusieurs possibilités. 1. Gaël n'en est pas conscient et donc son attitude peut parfois les brusquer sans le vouloir intentionnellement. Ce qui est un lot assez commun. 2. Gaël en est conscient et tente de les apaiser, mais parfois, par maladresse, il peut aussi les malmener. 3. Gaël en est conscient et il en joue. Et là, nous serions clairement dans une relation toxique et pathologique. Et toutes ces attitudes ne sont bien sûr pas exclusives les unes des autres. Dans la vraie vie, elles ne sont pas aussi caricaturales et elles peuvent s'entremêler. Ça n'est pas désagréable. Je ne pouvais pas ne pas revenir sur cette formulation. Ici, ce n'est pas l'expression d'une ambivalence. Qu'est-ce qu'il y a derrière le « ça n'est pas désagréable » ? Je n'ai pas envie mais je le fais quand même pour lui faire plaisir ? J'ai peur de la relation sexuelle en elle-même mais je n'arrive pas à communiquer avec lui et à le lui dire donc je le fais quand même ? Je ne me sens pas à l'aise dans mon corps et je préfère dire que j'ai la flemme ? J'ai besoin de tendresse et pas de sexe ? Je ne sais pas comment lui faire plaisir autrement que par le sexe ? Etc. etc. Toutes ces questions seront très importantes pour Julie pour savoir ce qui se cache derrière son « ça n'est pas désagréable ». Parce que quand une phrase est répétée comme ça à plusieurs reprises, ça n'est jamais anodin. Mais pourquoi est-ce important de creuser après tout, me direz-vous ? Eh bien pour plusieurs raisons, mais j'en évoque ici 2. Premièrement, la question du consentement. Deuxièmement, la question du désir et de sa propre vision d'elle-même, et aussi de son estime d'elle-même. La dernière phrase que prononce Julie montre à quel point sa vision d'elle-même est attaquée. Elle se définit comme un mauvais coup, une fille pas fun. Alors est-ce qu'elle se sent redevable vis-à-vis de Gaël, de l'amour qu'il lui porte, alors que finalement, elle ne se pense pas suffisamment digne d'attention, digne d'être aimée ? Est-ce que derrière le fait d'avoir la flemme, il n'y a pas le fait de consentir par convention, pour ne pas décevoir, pour faire comme tout le monde ? Mais où est-elle, Julie, dans tout ça ? Qu'est-ce qu'elle souhaite vraiment ? On se dispute. Vous voyez comme la question des conflits arrive dans le discours. Pas du tout sous l'angle « c'est un problème et j'aimerais que ça change ». Mais plutôt « ça fait partie de notre quotidien, un peu comme tous les couples », et puis là, elle enchaîne sur ses parents. Je voulais attirer votre attention sur ce point parce que nous n'avons pas tous la même définition de ce qu'est une dispute. Et même si votre ami que vous connaissez sur le bout des doigts depuis des années et des années vous confie avoir une dispute, ne laissez pas passer. C'est quoi une dispute concrètement pour lui ? C'est quelqu'un qui parle un petit peu fort ? C'est « je suis obligée de m'enfermer dans la salle de bain sinon ça tournerait mal ?» C'est « je reçois des coups, une claque ?» C'est quoi exactement ? Vous voyez ce que je veux dire ? Derrière la dispute, il y a potentiellement la question de la violence. Alors non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le conflit, ça n'est pas une mauvaise chose en soi. Affirmer sa position, ses limites, c'est sain. Il ne s'agit pas de faire la chasse au conflit. Par contre, en tant que personne qui reçoit ce genre de message, il est important de faire le point sur ce que ça veut dire réellement, dans la vraie vie. Vous avez dans votre tête une représentation des choses pour la dispute, mais la personne en face de vous avec qui vous parlez aura peut-être une représentation qui ne recouvre pas totalement la vôtre. D'où le besoin de vérifier ce que ça veut dire. L'hypothèse du trauma. Vous n'avez peut-être pas fait attention sur le moment, mais quand Julie parle de ses parents et du fait qu'ils se disputent, elle a un très court moment d'absence. On a l'impression que des images défilent devant ses yeux. Son histoire de dispute avec Gaël se mêle à celle de ses parents, puis elle devient triste. Que se passe-t-il ? Eh bien, on pourrait faire l'hypothèse d'un trauma. Julie aurait en quelque sorte des séquelles traumatiques des disputes parentales. Ces disputes-là étaient fréquentes et intenses, elles avaient lieu depuis qu'elle était toute petite.
On pourrait imaginer que ces disputes et l'insécurité qu'elles ont générée chez la petite Julie a pu empêcher des liens d'attachement solides et sécures de se mettre en place. D'ailleurs, elle décrit très bien le conflit de loyauté dans lequel elle se sent prise au décours de ces disputes. Bien sûr, il nous manque trop d'éléments ici pour vérifier cette hypothèse, mais elle n'est pas à négliger, surtout dans l'impact qu'elle peut avoir sur la qualité des liens actuels et futurs que Julie entretient et construit. Tendresse vs sexualité. Ce que décrit Julie, c'est que ces soirs où elle dit avoir la flemme, elle aurait simplement besoin de ce que j'appelle un câlin sans rien. En fait, de la tendresse sans relation sexuelle. La relation qu'elle a avec Gaël la met au travail sur sa vision de l'amour, du couple, la place qu'elle pourrait occuper dans le foyer familial qu'elle viendrait à créer. Elle est aussi en train de faire le deuil de la relation idéale, le fameux virage d'après coup de foudre. Et puis, elle traverse de la tristesse, de la colère par rapport à ses parents qui lui ont fait vivre les répercussions de leur histoire conjugale. Mais alors la question, c'est est-ce que la tendresse exclut la sexualité ? Non, bien sûr, mais comme d'habitude, il s'agit de trouver l'équilibre entre ses besoins et ceux de son partenaire. Et c'est paradoxal, parce que pour nous sentir à l'aise et libres dans l'intimité, il nous faut de la sécurité. Par ailleurs, pour attiser le désir, il nous faut suffisamment d'aventure, de piment et un petit peu d'insécurité. Et puis, ça demande aussi de grandir parfois, au sens de faire le deuil de tout ce qu'on ne pourra pas trouver dans la relation amoureuse elle-même. Parce que oui, on a beau trouver sa princesse ou son prince charmant, eh bien non, il ne collera pas complètement à l'idéal qu'on s'en est fait, ni tout à fait à ce dont on a besoin. Et c'est normal, la personne avec qui on décide de faire notre vie n'est pas à 100% tournée vers nous, et n'est pas là pour remplir tous nos besoins. Elle a sa vie autonome, et c'est aussi ce qui fait qu'on l'apprécie. Donc, en clair, si vous projetez en votre partenaire votre doudou ou votre maman, il est fort possible que votre sexualité ait un petit peu de mal à se déployer. Ah, et une dernière chose. Que vous soyez homme ou femme, vous avez le droit d'avoir la flemme et de ne pas vouloir partager l'intimité de votre conjoint à tel ou tel moment. En revanche, si cette question revient souvent, qu'elle fait difficulté dans votre couple ou qu'elle vous interroge personnellement, il est intéressant d'aller voir ce qu'elle cache. Conclusion. Ça n'est pas toujours facile de parler sexualité, surtout quand on a une estime de soi au ras des pâquerettes. On vit dans une société qui expose les corps partout, même sur la voie publique, parfois à la limite de la pornographie. Et ça peut donner l'impression que si votre sexualité n'est pas fluide, eh bien vous avez un problème. Ou alors que la sexualité est seulement une question de performance. Mais les choses sont plus complexes que ça. Il n'y a pas pour la sexualité, comme pour la parentalité, l'amitié ou l'amour ou plein d'autres sujets, une recette magique qu'on pourrait tous appliquer pour avoir des super résultats. En tout cas, j'espère que l'histoire de Julie résonnera en vous et vous autorisera à vous questionner et à aller au-delà du jugement. Pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous au podcast et faites-moi savoir si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Bien sûr, je lirai attentivement tous vos commentaires, que vous soyez ou non dans la team flemme. Je vous dis à très bientôt.